Aujourd'hui en France, une femme n'a pas le droit de bénéficier des techniques de procréation médicalement assistée si elle n'est pas mariée avec un homme. Macron trouve ça ringard. Le président, c'est bébé. Selon lui, les femmes célibataires et les couples de lesbiennes doivent elles aussi avoir accès à la PMA. Si cette loi est votée, il n'y aura plus besoin de père pour faire un enfant. Il suffira d'un donneur de sperme anonyme. Elle a choisi le père en scientifique. Pour ses gènes, son signe astrologie. Elle a fait un bébé toute seule. Mais le paradoxe de cette réforme, c'est qu'elle prévoit d'autoriser ce qui existe déjà. En effet, même si c'est illégal chez nous, n'importe quelle Française peut se payer une PMA dans une clinique privée à l'étranger, à condition d'avoir les moyens. Si Marlène Schiappa souhaite que la PMA devienne gratuite pour toutes les Françaises, c'est donc pour aider les pauvres. Je vais vous dire, c'est une question de justice sociale. Parce qu'actuellement, on constate qu'il y a des femmes qui sont en France, qui ont les moyens d'aller à l'étranger faire une PMA, et des femmes qui sont en France qui n'ont pas les moyens d'aller à l'étranger faire une PMA. Le problème, c'est qu'en France, il y a une pénurie de sperme et d'ovules. Comme il est interdit de payer les donneurs, on a du mal à trouver des bénévoles. Pour éviter d'attendre plusieurs années, c'est donc plus rapide d'acheter du sperme à l'étranger. Ainsi, la plus grande banque de sperme au monde, Cryos, se trouve au Danemark. Un peu comme au supermarché, on peut choisir la couleur de la peau, des yeux et des cheveux du donneur, sa taille, son niveau d'études, son profil psychologique. Mais comme c'est une société privée, lorsqu'un produit ne plaît pas au client, on le retire des rayons. Par exemple, Cryos n'accepte plus les donneurs roux parce que leur sperme ne se vendait pas. Forcément, quand la loi du marché s'applique à la procréation, ça tourne vite à l'eugénisme. De nos jours, la loi est à la remorque des progrès de la science. Alors si aujourd'hui on autorise la PMA, qui permet aux femmes d'avoir un enfant sans s'encombrer d'un père, demain, pourquoi ne pas autoriser la gestation pour autrui, qui permettrait aux hommes d'avoir des enfants sans s'embarrasser d'une mère? Si la science le permet, comment la loi pourrait-elle l'interdire? Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grapp. Marianne Durano, bonsoir. Vous êtes normalienne, agrégée de philo, et vous publiez chez Albin Michel « Mon corps ne vous appartient pas ». Bienvenue parmi nous, Marianne. Fin 2017, Marlène Schiappa a annoncé que les femmes célibataires et les couples lesbiens pourraient donc avoir accès à la procréation médicalement assistée. Pour elle, c'est une mesure de justice sociale parce que toutes les femmes n'ont pas les moyens d'aller, par exemple, en Espagne, dépenser 1 500 €. Vous dites, ce ne sera plus uniquement un procédé médical destiné à pallier une déficience pathologique, mais une réponse à une demande sociétale. C'est-à-dire que là, maintenant, ça y est, c'est le marché de l'enfant, quoi. Déjà, par rapport à ce que dit Marlène Schiappa, c'est pas vrai. Maintenant, si on remplit un dossier d'entente préalable, on peut déjà actuellement se faire rembourser une PMA à l'étranger quand on n'a pas les moyens. Enfin, la sécurité sociale prend en charge des PMA en Espagne ou en Belgique où les donneuses sont rémunérées. Donc c'est un peu faux ce que dit la secrétaire d'État. Ouais. Ensuite, effectivement, il faut qu'on se mette d'accord sur le rôle de la médecine. Est-ce que ça sert à soigner, donc à soigner des infertilités qui sont médicalement constatées? Est-ce que c'est un soin ou est-ce que c'est une prestation de service? Auquel cas, on change complètement de définition de la médecine. Ouais. Et on voit mal, du coup, qu'est-ce qui empêchera, effectivement, ensuite, par la suite, des couples d'hommes d'avoir recours à une GPA, puisque la notion de maladie, d'infertilité médicale ne sera plus Non, pour vous, pertinente. la PMA, c'est la porte ouverte à la GPA. Bien sûr, et en fait, à partir du moment où on dit qu'il y a un droit à l'enfant, parce que c'est quand même la réalité, que l'enfant peut être un droit qu'on réclame, d'ailleurs c'est le mot droit qui introduisait votre reportage, on voit mal pourquoi est-ce qu'on priverait certains du droit qu'on donne à d'autres, et donc la logique du droit, évidemment, elle est infinie, c'est sûr. Vous dites PMA, GPA, le business plan est prêt. Donc pour vous, on amène en fait la procréation dans le marketing, dans le business, dans le commerce. On fait que de nous dire l'opinion est prête, c'est-à-dire qu'elle a été préparée grâce à des reportages, grâce à des émissions de télé. Petit à petit, on avance des pions et donc maintenant, politiquement, on estime que la PMA, c'est bon, c'est fait. Tout le monde est d'accord pour que ce soit voté et Marlène Schiappa ne se cache pas de ça. Et on prépare effectivement la prochaine étape qui sera la GPA, c'est sûr. La PMA, ça vous choque, vous? Moi, oui, ça me choque dans la mesure où, je sais pas, si on se représente la scène, je trouve qu'on comprend mieux le problème. Je sais pas, j'imagine une femme seule,
qui a, mettons, je sais pas, 50 ans, hein, puisque la biologie, c'est plus intéressant, donc pourquoi est-ce qu'il y aurait une limite d'âge? Et donc, qui pourra frapper à la porte d'une clinique en disant « Bonjour, faites-moi un enfant, j'aimerais une PMA et rembourser, s'il vous plaît ». Enfin, moi, j'ai du mal à comprendre quel modèle on promeut en faisant ça. Enfin, ça m'étonne, ça me pose des questions, et je pense qu'il faudrait en débattre un peu plus que ce qu'on fait maintenant, dans la mesure où on sait que le président du Conseil national d'éthique a déjà dit qu'il était d'accord, les ministres sont d'accord, on ne voit pas pourquoi est-ce qu'il y aurait un débat, quoi. Tout le monde est d'accord sur ça. Votre présentation, elle est un peu biaisée, elle est un peu clinique, parce que la manière dont vous avez dit « bonjour, je voudrais un enfant » et tout, c'est la force d'un désir, c'est une envie très forte. Comment nier que cette femme de 40 ans qui n'a pas, parce qu'elle n'a pas fait la rencontre, ou parce qu'elle ne peut pas, ou plein de raisons, elles sont tellement complexes et diverses, et immenses les raisons, comment lui nier cette envie très forte d'avoir un enfant et que c'est le seul recours qu'elle puisse avoir. La manière dont vous l'avez raconté est très froide, très clinique. Bonjour, je veux un enfant. Non, mais c'est un peu oui, mais justement, caricatural, c'est c'est sûr. ça le problème, c'est que vous le présentez un petit peu comme ça, comme pour la GPA, c'est pas aussi simple. Deux hommes qui veulent un enfant, pourquoi leur nier cette envie? Pourquoi leur nier fondamentalement cette envie? En plus, c'est un combat que vous perdrez. Ah oui, alors il y a plein de trucs dans ce que vous dites. Premièrement, vous employez le mot envie. La question, c'est comment désir très fort d'avoir un enfant. Oui, mais comment est-ce qu'on passe du désir au droit? Enfin, je veux dire, est-ce qu'un désir très fort, ça crée un droit? La société a évolué et effectivement, on est à une époque où potentiellement on peut avoir ça. Je ne vois pas pourquoi on l'empêcherait. On empêcherait certaines femmes. Il y a des femmes qui en sont mortes intérieurement de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Moi, autour de moi, j'ai vécu ça et j'ai vu des femmes qui se sont épanouies parce qu'elles ont pu avoir recours à la PMA. Donc moi, je refuse l'idée qu'on leur dise à elles, je suis désolé pour des histoires morales ou judo-chrétiennes, ça n'est pas possible. C'est dommage. Moi, déjà, j'ai 3 trucs à dire sur ce que vous dites. Premièrement, vous dites de toute manière, la technique le permet, donc ça va être légalisé. Donc en fait, le droit, maintenant, doit suivre les progrès techniques. Donc les progrès techniques permettent l'eugénisme. Du coup, il va falloir qu'on accepte l'eugénisme aussi. Si c'est la technique qui règne, ça veut dire qu'on n'a plus aucune emprise démocratiquement sur ce que la technique permet. C'est ma deuxième remarque. De toute manière, ça va être légalisé. Donc nous, citoyens, on n'a pas le droit de se poser des questions. Troisièmement, par rapport à cette force du désir, effectivement, ça introduit la question de la GPA. Et excusez-moi, mais il y a quand même un... Alors, dans la PMA pour toutes, il y a un tiers qu'on oublie un peu, qui s'appelle le donneur, mais bon, on l'oublie parce que c'est une rapide branlette dans un cabinet, donc on peut l'oublier. Mais dans la GPA, il y a quand même un tiers qui prend un peu de place, hein. C'est la mère, et d'ailleurs, le reportage le dit bien. Comment est-ce qu'on peut enfin réussir à se passer de la mère? Et c'est d'ailleurs un peu ce que j'essaie de dire dans mon livre. La mère, c'est un peu un truc qui nous encombre, dont on aimerait se passer, qu'on aimerait pouvoir remplacer artificiellement. Donc si on pouvait externaliser complètement la grossesse, ça nous arrangerait. Voilà. Pardon, mais pour vous, le schéma familial, c'est un papa et une maman, c'est ça? En fait, c'est pas un schéma familial, c'est juste que là, actuellement, à moins d'avoir recours à des intermédiaires cliniques, c'est-à-dire des banques de sperme, des banques d'ovules, des médecins, tout un armada qui n'est pas gratuit, pour l'instant, il se trouve qu'on n'a pas trouvé d'autres moyens pour faire des enfants que d'avoir un père et une mère. Slimane. Moi, par exemple, j'ai une amie qui a eu recours à ça pour pouvoir avoir un enfant. Et l'enfant n'est pas sans famille. Elle a sa mère, elle a sa grand-mère, elle a les amis aussi. Et vous parliez du donneur tout à l'heure, et moi j'ai rencontré un donneur avec qui j'ai beaucoup parlé, et c'était pas une branlette dans un petit cube blanc juste pour gagner un peu d'argent ou pour passer le temps. C'était prendre conscience de la difficulté de certaines personnes à avoir un enfant et dire peut-être, moi j'ai la chance de pouvoir faire mes enfants, je vais avoir la chance de pouvoir en faire. Est-ce que là je pourrais peut-être penser aux autres et me dire que je peux aider? Et c'était ça son combat. Et je trouve que vous faites des... Quand vous allez très vite dans vos raisonnements, et je trouve ça dommage parce qu'on oublie le sentiment, l'amour et le partage entre les gens aussi, et c'est aussi ça. Alors c'est très très beau tout ça, l'amour, le partage, c'est sûr. Déjà, l'amour. Mais pourquoi ce serait pas beau? Alors oui, en non, fait, mais c'est très beau. L'amour, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante d'après moi pour avoir un enfant. Mais ça, c'est un autre problème par rapport à l'idée qu'on donnerait de manière absolument altruiste. Mais ça existe. Oui, non, mais ça existe, mais c'est très minoritaire. Et de fait, on a déjà beaucoup de mal à trouver suffisamment d'ovules, de donneuses d'ovules, pour pouvoir répondre à la demande en France. C'est pour ça qu'il y a déjà énormément de femmes qui vont à l'étranger avoir recours à des ovules dans des pays où les donneuses sont rémunérées. Sachant qu'il y a un énorme marché, par exemple, on a beaucoup de mal à trouver des ovules d'Asiatiques. Parce que pour des raisons culturelles, les Asiatiques ne donnent pas leurs ovules. Du coup, le prix des ovules d'Asiatiques peut s'élever à 50 000 voire 100 000 $, alors que les ovules de latinos, elles, bizarrement, aux États-Unis, par exemple, c'est beaucoup moins cher. Donc voilà, il y a un marché qui répond aux lois de l'offre et de la demande. Il y a la même chose pour le marché du sperme, et de la même manière, il y a déjà, et ça continue, un marché des ventres. Voilà. Ensuite, mais non, mais c'est juste qu'on ne fait pas de la politique avec des bons sentiments. Et justement, mais j'ai envie de dire, au nom de ces excès qui sont absolument condamnables, et vous avez raison, on le sait tous,
comment nier effectivement que la GPA, des fois, c'est la marchandisation du corps humain. Mais pas Et au du nom tout, de tout le ces temps. excès, il faudrait donc dire à ceux qui ont un désir d'enfant, excusez-nous, vous n'avez qu'à faire comme tout le monde. Si vous y arrivez, tant mieux. Si vous n'y arrivez pas, tant Alors, pis. justement- Moi, j'ai du mal, moi, avec ça. Le désir très fort ne crée pas forcément un droit. Le nombre de gens qui ont un désir très fort d'avoir un toit et qui dorment dans la rue, ils ont les droits de ça. Oui, mais ce Je veux dire, désir c'est- devrait donner un droit, justement, le désir d'un... Celui-là, devrait donner oui, ce droit. mais- Mais un droit à quoi? Un droit à l'enfant? Un droit, oui, un désir très fort. Un à désir partir très de... fort ne crée pas toujours Mais la- il y a, la- un il y a droit. aussi des enfants qui naissent dans des familles où ils n'ont pas été désirés, pourtant ils ont une famille. Enfin, Mais Isabelle, les hommes par avoir exemple. envie d'un enfant, et je ne vois pas pourquoi on leur refuserait, surtout qu'ils savent très très bien à quoi ils s'exposent, quelles transgressions ils font par rapport à la morale, comment ils peuvent être regardés. Donc je pense quand ils ont le courage, Regardez, moi, quand ils ont le c'est- courage d'avoir un enfant, quand deux hommes veulent avoir un enfant, et qu'ils ont ce courage, ou deux femmes qui veulent avoir un enfant, et ils savent comment peuvent être jugés dans la société d'aujourd'hui, c'est bien la preuve qu'ils vont au-delà de ces regards, de cette morale, et ils se disent on va l'aimer. Et je trouve ça, c'est un vrai acte d'amour à la Bien, base. tu de as le faire. raison. Alors, Isabelle. C'est mon avis. en tout cas. Isabelle. Vous avez adopté une petite fille. Oui, Est-ce que vous auriez pu avoir recours à la PMA ou à la GPA? non. Je trouve... J'avais pas ce besoin-là absolument. C'est un concours de circonstances qui m'a mis sur la voie de cette petite fille. Et voilà, et je l'ai pris, je l'ai sous mon aile, et je l'ai voilà, se passe et très je l'ai bien. aimé, voilà, oui. Mais non, bon, comme toute femme, j'aurais bien peut-être aimé avoir un enfant, vraiment, mais bon, Ça c'est vous pas tourmentait fait. pas, voilà. Non, il y a Ouais. des choses plus... Non, c'est pas vital. Marianne, ce que vous dites dans votre livre, en fait, après avoir réclamé une jouissance sans procréation, on milite désormais pour une procréation sans jouissance. Pas mal. C'est une punchline. Qu'en pense Dany Briand? Écoutez, on est en train d'industrialiser quelque chose qui est très humain, qui se pense au cas par cas. On ne peut pas faire des lois sur des choses qui sont très humaines comme ça. C'est le désir le plus fondamental de vouloir d'avoir une descendance. Donc j'ai du mal à comprendre, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont dans la détresse, parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Il ne faut pas que ça se fasse non plus n'importe comment. Et je ne sais pas comment concilier une loi froide et implacable avec quelque chose de très humain et voilà, qui est toujours un peu impalpable. Slimane? Est-ce que finalement le combat, il n'est pas de se dire, ben, ok, ça va se passer, mais maintenant essayons de voir comment ça va se passer. C'est ce que prévoit Emmanuel Macron. C'est de dire ça existe, donc on va essayer de le faire le mieux possible. Voilà. Il se fait le porte-parole de quelque chose qui est très fort dans notre société en ce moment. Ouais. Il bouge, voilà. Marianne? Il y a quelque chose qui naît dans la société, ça vient, on ne sait pas trop ce que c'est. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est un désir qui a été créé par quoi? Par une opportunité technique. C'est-à-dire que si la GPA n'était Oui. pas techniquement possible, personne n'aurait eu l'idée de la réclamer. Oui. Du coup, c'est un désir qui est créé par quoi? Par des industries pharmaceutiques, par des laboratoires, par tout un business qui crée ce désir en mettant des techniques à notre disposition. Et de la même manière, on dit, oui, la société le veut, la société, elle veut rien. La société, elle est façonnée médiatiquement. L'opinion, on sait bien que ça jaillit pas comme ça par naissance spontanée. Voilà, il y a des reportages. Moi, il y a 5 ans, on disait, la GPA, jamais. Non, la PMA peut-être, peut-être, mais la GPA, jamais. Là, maintenant, à chaque fois qu'on parle de la PMA, immédiatement après, c'est la GPA, pourquoi pas? Ça y est, en 5 ans, maintenant, c'est un sujet qu'on débat comme ça librement, alors qu'il y a 5 ans, tout le monde était d'accord pour dire que c'était atroce. Donc on aurait là, pu ne pas actuellement, en on parler dit, pour ne pas créer la l'envie, GPA, c'est ça? oui, mais Bon. l'eugénisme, jamais. On n'aurait pas dû en parler pour ne pas créer Et puis dans 7 ans, l'envie. il y aura la révision des lois de bioéthique, 2024, et puis on dira, ah oui, en fait, l'eugénisme, on verra pour... Non, la GPA, oui. Puis après, l'eugénisme, ce sera quoi? Voilà, donc c'est ça la C'est réalité. dégueulasse de Je crois, que présenter les choses comme ça. je crois que l'envie, elle a toujours existé en plus, même avant la GPA. Moi, je sais que, par exemple, ça va peut-être paraître incroyable pour certaines personnes, mais il y a une époque, dans certains villages, quand une des sœurs, par exemple, avait beaucoup d'enfants et qu'une ne pouvait pas en avoir, peut-être la petite dernière ou le petit dernier était élevé par la sœur qui ne pouvait pas en avoir. Cette envie-là vrai. existait Et déjà c'était le cas depuis dans longtemps, la famille du côté de ma mère, c'était avant ça. même qu'il y ait une possibilité technique. Donc c'est bien que c'est une envie des êtres humains avant d'être une possibilité Mais technique. c'est quand même pas la même chose, faire une GPA. Déjà, comment ça se passe concrètement une GPA? C'est une PMA. Une GPA, ça veut dire qu'il y a une insémination artificielle
avec éventuellement une donneuse. Donc, dans le cadre d'une GPA pour un couple d'hommes, il y a une donneuse qui subit des hyperstimulations ovariennes, 10 jours de piqûre, 24 heures d'hospitalisation et un prélèvement sous anesthésie locale. Donc, c'est pas déjà, premièrement. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? On injecte l'embryon, on insère l'embryon dans le ventre d'une mère porteuse qui est étrangère au couple et qui ensuite accouche par césarienne. Donc, juste concrètement, une césarienne, qu'est-ce que c'est ? C'est une anesthésie, c'est une incision avec une cicatrice à vie. Et ensuite, c'est une semaine d'hospitalisation. Donc, il faut arrêter de croire de manière éthérée que... Mais vous ne m'avez pas répondu. Pour vous, une famille, c'est un papa et une maman, oui ou non? Mais pourquoi vous me parlez de ça? Moi, je vous parle... Parce que ça a des relents de ça et que vous n'êtes pas clair là-dessus. Et vous n'êtes pas clair. Non, mais qu'est-ce que c'est? Et le fait que vous ne vouliez pas y répondre, il répond quelque part. Il se trouve qu'actuellement, pour l'instant, naturellement, pour avoir un enfant, on n'a pas trouvé d'autre moyen qu'avoir un père et une On mère. n'a pas trouvé si. Et du coup, je termine justement. Si on veut se passer de ça, il faut des intermédiaires techniques. Il faut des laboratoires, il faut plein de techniques de procréation artificielle. C'est très prosaïque pour quelqu'un qui est philosophe comme vous de ramener la technique. Mais non, mais la justement, question mais parce qui que vous est c'est posée, le- elle est parce très que c'est claire. le cœur Vous du ne trouvez pas problème. naturel que deux hommes puissent avoir le désir d'un Mais enfant? en fait, moi, surtout, ce que j'essaye de dire, c'est que si on n'est pas aliéné par la nature, on est aliéné à la technique. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne dis pas que c'est pas naturel pour deux hommes d'avoir un désir d'enfant. Ce que je veux juste dire, c'est que naturellement, ces deux hommes ne peuvent pas avoir d'enfants. S'ils veulent avoir des enfants, ils ont besoin de tout un tas d'intermédiaires. Et c'est la société, c'est la technique, c'est tous les laboratoires pharmaceutiques qui doivent leur fournir l'enfant qu'ils réclament. Et moi, ce qui me pose problème dans cette histoire, c'est que l'enfant n'est plus un sujet de droit, mais un objet de droit. Très bien. Gérard, je vous demande pas votre avis, vous? Il y a du pour, il y a du contre.